Je suis Laurent Libessard, je suis auteur de bande dessinée. Essentiellement, je dessine, souvent en collaboration avec des scénaristes. Et voilà, j'ai travaillé sur plusieurs séries de science-fiction, une que j'ai pas pensé à prendre, Moréa, chez Soleil, que je reprends à partir du tome 6. Et avant ça, j'avais travaillé sur la BD historique, à savoir Le Casque d'Agris, chez Assor BD et maintenant La Muse Édition. Le catalogue a été repris par La Muse. Et toujours dans l'historique, chez Casterman, on fait les origines d'Alix avec Marc Brogne au scénario. J'ai toujours fait de la BD en fait. C'est plutôt qu'est-ce qui aurait pu m'amener à ne pas en faire. J'ai fait des BD tout petits pour moi-même, pour l'école. Et très vite, je me suis retrouvé à traîner sur les salons BD et à rencontrer des auteurs et à travailler pour eux. Donc notamment au siècle précédent, en 1994, nous avons sorti La Marie Grouette, qui a été ma première BD publiée, avec Jacques Messiaen, un auteur d'Hazebrouck au scénario, donc sur une sorcière du nord de la France qui a pour mauvaise habitude d'attraper les enfants, qui servait en fait à éloigner les enfants de l'eau et à éviter qu'ils se noient. Et donc cette BD est sortie en 94, avant que je rentre au lycée. Au lycée, je suis allé à l'ESAT à Roubaix, en me disant que j'ai suivi les conseils des gens du studio Philippe Archie dans le Pas-de-Calais, qui travaillait pour Disney pour Uderzo, chez qui a travaillé notamment Fabien Ripper, un auteur de mon coin. Et donc sur leurs conseils, j'étais allé les voir pour mon stage de 3e. J'ai fait l'ESAT à Roubaix, où là, au final, je me suis plus orienté vers la pub, mais dès que j'en suis sorti, je n'ai jamais bossé dans la pub, et je me suis mis à faire de la BD tout de suite. Voilà, donc depuis, je fais de la BD. Après mon lycée, la première BD à sortir, vraiment, ce sera celle-là, le Casque d'Agris, en 2004, pour laquelle j'ai fait 2 tomes. Après ça, il y a eu Sphère, chez Soleil, premier album qui n'aura pas de suite chez Soleil, chez d'autres éditeurs peut-être. Et Moréa, donc une série développée par Thierry Labrosse au dessin et Christophe Arleston au scénario, et moi je suis arrivé sur le tome 6, le 2e cycle, qui va se finir avec le tome 9, qui va sortir là bientôt. Après il y a des tas d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé, mais de moins grandes envergures, moins longs, beaucoup de projets courts sur des coups de cœur. Par exemple, sur un personnage développé par l'ami Eric Erengel, Killy Watch, où j'ai fait quelques pages, j'ai fait 4 ou 5 pages dessus, et je participe souvent à des collectifs comme ça, sur les fables de La Fontaine, sur l'histoire de la ville de Lille, ou l'histoire du Nord, ou j'en avais fait un sur les collectionneurs, notamment, un collectionneur de jouets, je ne sais pas pourquoi on m'a donné ce sujet-là. Et c'est un peu ce que j'aime aussi dans la pratique du dessin, c'est de pas avoir une pratique, un style ou un univers fixe. J'aime bien voyager en fait. Donc en plus de ces longs projets, faire plein de petits projets courts, ça me permet d'aller explorer des tas de territoires un peu différents. Là on a le Alix, je sais pas si si quand même pas mal de gens, ne serait-ce que en ont lu ou en ont vu par hasard dans le CDI de leur collège. Donc c'est l'histoire d'un jeune Romain qui est en fait un Gaulois adopté par un Romain et qui va vivre des tas d'aventures, donc qui est écrite par Jacques Martin, pas le présentateur télé. Jacques Martin, la particularité sur Alix, c'est que il est devenu aveugle au fur et à mesure, il avait la macula, progressivement il est devenu aveugle, donc progressivement de son vivant, il a passé la main à d'autres dessinateurs qui ont pris le relais, donc il a continué à superviser, et aujourd'hui ce sont ses enfants qui supervisent tout ce qui se fait dans cet univers. Donc le fait que quelqu'un d'autre dessine Alix, c'est déjà quelque chose, un peu comme Spirou qui a toujours été passé du vivant des dessinateurs, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN du personnage, on va dire. Et donc là, on nous a chargé d'aller parler à un public différent, plus jeune, et donc de ne pas conserver le style de dessin de Jacques Martin qui est très classique. Donc là, nous on part, on fait là aussi au niveau de l'histoire et du style, on fait le grand écart, c'est-à-dire qu'on va avoir un style qui va
essayer de se rapprocher de ce que peuvent lire les plus jeunes aujourd'hui. Donc il va aller faire des clins d'œil vers le manga, vers le comics américain, vers de ne pas se limiter à un style franco-belge. Tout en gardant quand même des références, c'est-à-dire que les personnages qu'on dessine là-dedans apparaissent dans les albums de Jacques Martin, donc on doit les reconnaître d'un album à l'autre. Donc je réinterprète les personnages de Jacques Martin dans un style différent. C'est assez amusant. Le temps a passé, donc les Gaulois, on leur rasait moustache, on leur coupe les tresses, hein, parce qu'en 1948, l'image des Gaulois n'était pas la même et elle continue encore d'évoluer aujourd'hui. Et voilà. Donc là, le tome 1 est sorti et ça parle... donc ce sera... la première partie de l'histoire est en 2 tomes. Et l'idée, c'est d'ensuite faire des tomes indépendants les uns après les autres. Mais là, la mise en place de Alix, jeune esclave, en fait, il fallait au moins 2 tomes pour le raconter, tout ce qui est arrivé à sa famille, qui dans l'album d'origine est résumé en 4 cases. Donc à partir de ces 4 cases, en fait, on a pu extrapoler pas mal de choses. Marc Brogne, qui est un grand fan de la série, c'est pas mal amusé justement à placer des tas de choses entre tous les éléments d'origine. L'idée sous-jacente du truc, c'est que je dois garder de la dynamique quand je dessine et d'avoir un dessin très vif, et en même temps que la fibule du marchand d'esclaves Massaliote, qui en fait est de culture grecque, soit correcte par rapport à la fibule gauloise que va porter l'autre personnage. Enfin voilà. Plein de petits détails comme ça qu'on diffuse dans l'imaginaire du jeune lecteur. Pour chaque domaine, que ce soit les armes, la culture gauloise, la culture romaine, des tas de spécialistes vont un peu avoir des avis très différents, très opposés. Mais surtout, notre idée à nous, c'est de pas véhiculer des clichés là-dessus. Donc voilà, de continuer, d'amener, de rendre visible aux jeunes lecteurs ce qui se fait, enfin l'état actuel des connaissances. Parce qu'on a un énorme fossé en fait. Les connaissances sur l'Antiquité ont fait des bonds énormes grâce à l'archéologie préventive. Chaque fois qu'il y a des grands travaux, on fait des fouilles avant. On a fait des découvertes majeures ces 20 dernières années. 30 dernières années maintenant, le temps passe. Mais le lectorat a souvent tendance à rester sur des clichés du 19e siècle. Donc voilà, c'est un peu là qu'on essaye de ramener subrepticement des petites images comme ça. Les Gaulois n'étant pas des barbares vivant au fin fond d'une forêt, torse nu, attendant que les Romains viennent leur apprendre la civilisation. Il y a des échanges avec les Romains, ils sont alliés avec les Romains, ça dépend de quel peuple gaulois on parle. Enfin voilà, c'est un monde énorme à rendre visible à un jeune lecteur, et c'est un peu moi ce qui m'a plu dans ce projet en fait, c'est d'aller parler à un lecteur jeune. Pour le coup, en projet dans les cartons, c'est surtout la suite d'Alix. Après, éditorialement, tous les projets sont suspendus au marché, on va dire. Donc voilà, on va continuer tant que c'est possible. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. En plus, en ce moment, le marché bouge, évolue, s'améliore, mais reste incertain. Donc, ouais, moi, je compte travailler là-dessus. Sur la suite, je ne sais pas si je peux parler de ça. J'ai presque du mal à imaginer, à continuer de faire ça comme un métier. Et du coup, je ne peux pas imaginer ne pas faire de BD, mais est-ce que ça doit être mon revenu principal ? Je ne sais pas. Il y a des gros soucis sur le statut des auteurs de bande dessinée en ce moment. L'incertitude aussi sur ce plan-là est complète, que ce soit au niveau administratif ou au niveau viabilité économique, on va dire, de ce domaine-là. Il y a une créativité énorme en ce moment, mais voilà, est-ce que c'est un métier ? Je ne sais pas. Donc mes projets, ce serait de peut-être continuer à faire de la BD, je ne sais pas laquelle. Ça reste un peu incertain en fait. J'ai toujours envie de faire des tas de choses, j'ai 1000 trucs en tête. Mais on verra. Après c'est douloureux hein, parce qu'il y a cette envie irrépressible de faire de la BD, parce que je fais ça depuis tout le temps en fait, donc je peux pas m'imaginer faire autre chose. Donc moi il n'y a pas, par rapport à la question du début, qu'est-ce qui m'a amené à faire de la BD, en fait rien ne m'a amené à faire de la BD, j'en ai toujours fait. C'est qu'est-ce qui m'amènerait à arrêter,
Et en fait, ce duel en ce moment entre l'irrépressible envie d'en faire et de voir que c'est pas forcément une activité qu'on peut continuer de manière viable, ça crée un frottement intérieur qui est un peu douloureux quand même. Mais bon, voilà, chaque période a eu des grands changements comme ça. Auteur de BD, ça n'a pas toujours existé, ça n'existera pas toujours, ça peut prendre des formes différentes. Internet et le numérique aujourd'hui font évoluer le lectorat dans plein de sens différents, donc ça peut être un problème pour le livre en lui-même, ça peut être une opportunité pour raconter des histoires. À voir quelle forme ça va prendre, c'est incertain et vaste, donc inquiétant et passionnant. Moi, quand j'étais petit, j'étais biberonné à Gaston Lagaffe et Strange. Mon papa était plutôt Gaston Lagaffe, c'est lui qui les achetait. Strange, j'achetais ça sur le marché d'occasion, il y avait un gars qui revendait tous les Strange. C'était pas considéré par mes parents comme une lecture sérieuse, mais ils me laissaient les lire, il n'y a pas de problème. Mais du coup, j'ai eu ces deux univers assez marqués où j'ai vite découvert l'auteur Franquin et que du coup, il y a un auteur qui fait une BD. Chose que je n'avais pas pour les comics. Les comics sortaient tous en fascicule, il y avait plusieurs dessinateurs par périodique. J'ai commencé à avoir cette conscience-là, donc après j'ai redécouvert tous ces auteurs-là, les Romita Senior, les très classiques et qui en fait ont un bagage de dessin plutôt costaud. Mais dans les comics, le premier sur lequel ça m'a fait bizarre, où je me suis dit mais là il y a quelqu'un qui raconte une histoire, c'était sur les Nouveaux Mutants, avec, comment on prononce, Bitsenkevich ? Voilà. Où là voilà, je lisais du Romita Senior avec Spider-Man, avec les X-Men, John Byrne, enfin voilà. Là je sais pas si j'ai bien prononcé celui-là. Et puis voilà, il y a eu les Nouveaux Mutants et ça n'avait rien à voir. J'avais 8 ans quand j'ai lu ça. Je n'ai pas tout compris tout de suite. Mais j'ai vu qu'on pouvait faire des planches de BD sans cases, qu'on pouvait faire des cases qui n'étaient pas de forme carrée, qu'on pouvait changer le sens de lecture en cours de route, qu'on pouvait faire des compositions qui étaient abstraites, parce que moi je suis tombé... Parce que j'ai pas lu tous les Nouveaux Mutants, là je me suis acheté l'intégrale et en fait... Je découvre au début, mais il y a une partie où ils explorent l'esprit de Légion, le fils de Xavier, et où là, le trait de Bitsenkevich, du coup, pour exprimer l'abstraction de l'esprit, c'est juste magique. Et donc, ouais, il est justement pas représentatif de tous les comics que je lisais à l'époque, mais ça a été ma claque, où là, je me suis dit, en fait, je lis ça, mais il y a plein de possibilités. Et donc voilà, ouais, ça a été un auteur marquant. Après, ouais, j'en ai redécouvert plein. J'aurais du mal à tous les citer. Un qui rejoint, alors que j'avais lu Ego, le Batman Ego, dessiné par Darwyn Cooke. Mais j'avais pas fait attention à qui était Darwyn Cooke à l'époque. Et j'ai vraiment découvert le monsieur qu'après sa mort. C'est bien dommage. Et pour le coup, là, je me suis fait grâce à Astro City, je me suis fait des séances de rattrapage, des intégrales ou des rééditions. Enfin, du coup, c'est une chose dont j'essaie de m'inspirer, lui, son travail, dans ce que je fais là, c'est-à-dire qu'il change beaucoup de style. Ces intégrales, c'est assez impressionnant. Il va aller chercher du réaliste, du très dessin animé, du limite Batman Animated, et ça va être très large. Et il garde toujours l'idée d'avoir de la dynamique et d'adapter son trait à l'histoire. Donc là, pour le coup, c'est quelqu'un que j'ai redécouvert plutôt récemment, mais qui a un peu la même dynamique, une dynamique dans laquelle je me reconnais, d'essayer de changer son trait, d'être protéiforme et de d'abord penser à l'histoire qu'on raconte. Je crois que c'est ça en fait, si je dois résumer ce dont je parlais tout à l'heure sur les différents univers que j'essaye de visiter, on va dire, pour changer à chaque fois d'univers et d'idées, c'est que pour moi, c'est pas le dessin qui est important. Le dessin est primordial pour arriver à faire ce qu'on veut, mais l'important c'est de raconter une histoire, et du coup on va pas raconter une histoire de la même façon si on fait une BD historique, si on fait une BD d'aventure, et donc
Son identité d'auteur, pour moi, n'est pas forcément primordiale. Il faut que le lecteur, faut que l'histoire soit racontée au mieux au lecteur et que le lecteur soit pris dedans. Un peu dans l'état d'esprit de quand je lisais des comics où je ne savais pas du tout qui dessinait le comics, mais j'étais pris dedans. Donc là, c'est un peu ça. On va essayer de trouver la meilleure narration possible pour ce récit, parce qu'au final, c'est un peu tout ce qui va rester dans l'esprit du lecteur, le récit, plus que savoir si c'est tel ou tel auteur. Oui, mais attention, à partir de la page 12, c'est ancré par un tel, du coup, ça change radicalement. Oui, c'est important quand on s'intéresse au dessin, mais l'important, c'est de raconter une histoire.